Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11h et permet d'analyser, de décrypter et de commenter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. Pour ce dimanche, 4 sujets nous intéressent. Il s'agit de l'appel des femmes du CDP et du groupe parlementaire CDP au retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso, de l'appel également des jeunes de la NAFA et de certaines organisations de la société civile à la libération de Djibril Bassolé et de certains détenus du putsch manqué. Troisième sujet, la décision du ministère de l'Éducation nationale et de celui en charge de la fonction publique de supprimer la journée continue à l'école. Et enfin, nous parlerons de la 72e Assemblée générale des Nations Unies, notamment du discours du président du Faso et de la réunion du G5 Sahel qui s'est tenue en marge des travaux de l'AG de l'ONU. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 3 confrères. On va le dire pour le moment, il s'agit de Bernard Bougouma de Watt FM. Bonjour Bougouma. Bonjour Sayon. Également sur ce plateau, Samuel Somda du journal en ligne lefaso.net. Bonjour. Nous avons également avec nous Abdou Zouré de Burkina 24. Bonjour. Bonjour Sayon. Et nous attendons d'un moment à l'autre peut-être Paul Miki Rwamba qui nous rejoindra au cours de cette émission. Alors, vous l'avez vu, l'actualité donc cette semaine a été marquée par beaucoup de sorties du CDP, les femmes en début de semaine et le groupe parlementaire CDP en fin de semaine ont tous exprimé leur volonté de voir l'ancien président Blaise Compaoré revenir au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que ces appels au retour de l'ancien chef de l'État actuellement en exil en Côte d'Ivoire sont en tout cas opportuns? Bougouma. Bon, merci Sayon. Effectivement, c'est des appels qu'on entend par-ci, par-là. Je pense que c'est mieux d'appeler ça maintenant tout le réseau Blaise, hein, le réseau Blaise Compaoré, la galaxie Compaoré. Je pense que c'est trouver en tout cas un nom qui regroupe tout l'ensemble de ces mouvements-là, des partis politiques et puis des organisations dites de la société civile pour mettre tout ça dans ce lot-là. Bon, demander que Blaise Compaoré revienne, ce n'est pas un problème en soi. Des organisations de la société civile avaient déjà demandé cela, que Blaise revienne. La justice du Burkina même demande que Blaise revienne. Donc que des partisans de Blaise Compaoré demandent que Blaise revienne, pas de problème. Moi, je ne vois pas où se trouve même d'ailleurs le problème, parce que chaque entité demande. Et au lendemain de l'insurrection populaire, au lendemain du putsch, il y a des voix qui se sont levées pour dire qu'il faut que Blaise vienne répondre de la justice. Donc je pense qu'ici, les politiques également font à peu près la même démarche, sauf que les intérêts ne sont pas les mêmes. Quand Blaise va revenir, la justice veut entendre Blaise. Il y a un mandat sur son dos. Alors, les partisans de son parti politique estiment que sans lui, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, il faut que Blaise revienne pour eux. Donc, l'un dans l'autre, tout le monde veut que Blaise revienne. Maintenant, pour faire quoi? Comment? Je pense que c'est là que, c'est à ce niveau-là que se trouve là. Ça, le problème, Zouré. Alors, quand ils disent qu'ils appellent en tout cas ou qu'ils souhaitent que Blaise Compaoré revienne, ils ne disent pas qu'ils veulent qu'il revienne pour en tout cas répondre à la justice burkinabé. Zouré. Oui, comme Bernard Bougouma l'a dit, je pense qu'on n'a pas chassé Blaise Compaoré de Burkina. C'est lui qui a décidé de quitter le Burkina et sans qu'on lui mette la pression sur ce sens. Je pense que les 30 et 31 octobre, les insurgés disaient Blaise Compaoré dégage du pouvoir et non Blaise Compaoré dégage du Burkina. Donc, il a le droit de revenir dans son pays quand bon lui semble. Maintenant, le problème, ou bien disons la question, se pose surtout au niveau de qu'est-ce qu'il revient faire au Burkina. S'il revient pour répondre aux appels de la justice, comme l'a fait son ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, donc il s'est comporté en bon Gouroussi, et en vrai Gouroussi, en Gouroussi bien garçon comme on l'a dit.
il n'y a aucun souci parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui pèse sur lui devant la justice militaire pour l'affaire Thomas Sankara. Et aussi, il y a la Haute Cour de justice qui le poursuit pour sa complicité présumée dans la mort des 24 personnes qui sont décédées lors de l'insurrection populaire. Donc s'il vient pour répondre à ces appels, il n'y a aucun problème. Maintenant, s'il revient pour dire, bon voilà, j'ai quitté le pouvoir, je reviens pour reprendre le pouvoir, je pense que là, ça va poser un véritable souci. Oui, bon, alors quand on regarde ce que le groupe parlementaire a dit, ils disent qu'ils veulent qu'il mette son expérience ou son expertise, en tout cas, au profit du Burkina Faso pour résoudre en un temps soit peu les questions de sécurité. Somda. Bon, c'est vrai qu'il a quand même une expérience du pouvoir qu'il ne faut pas négliger. 27 ans, c'est pas petit pour une gouvernance en Afrique. Mais maintenant, est-ce que c'est une expérience véritablement qui pourrait être mise à profit dans le contexte actuel burkinabé? Je n'ai pas dit comme les partisans de Blaise Compaoré que c'est une expérience à mettre en œuvre pour faire avancer la démocratie au Burkina Faso. C'est plutôt 27 ans d'expérience, ou du moins 27 ans de gestion qu'il faudra clarifier. Et c'est sur ce plan surtout que Blaise Compaoré a attendu, dans la mesure où pendant ces 27 ans, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de dossiers devant la justice, beaucoup de dossiers mythiques à la fois. Et c'est peut-être d'œuvrer dans le sens de débarrasser le Burkina Faso de toutes ces scories des 27 ans. C'est sur ce plan surtout que Blaise Compaoré a attendu. Sinon, quant au retour ou non de Blaise Compaoré, c'est une évidence. C'est vrai qu'il a pris la nationalité, il a été naturalisé ivoirien entre-temps, mais rien n'empêche Blaise Compaoré de revenir. Aucun texte administratif n'a été pris pour interdire le sol burkinabé à Blaise Compaoré. Il peut aller et revenir quand et comme il veut. Seulement, ça se pose en termes d'opportunité. Est-ce que c'est vraiment opportun? Je pense que le climat politique burkinabé n'est pas suffisamment apaisé au stade actuel pour qu'on parle d'un retour de Blaise Compaoré, d'autant que, comme je le disais tantôt, beaucoup de dossiers sont pendants devant la justice, dont les plus mythiques, vous les connaissez, le dossier Thomas Sankara, Norbert Zongo, Dabo Boukari, Clément Oumarou, et ainsi de suite. C'est sur ce plan surtout que Blaise Compaoré a attendu si le contexte s'y prête, à mon avis. D'accord, oui. Paul Miki, vous venez de nous rejoindre. Oui, tout à fait. Votre avis sur la question? Alors, je crois que c'est comme ce qui a été dit ici, j'ai entendu Abdou Zuré le dire opportunément. Lorsque Blaise Compaoré partait du Burkina, ce ne sont pas les insurgés qui lui ont montré la route d'Abidjan, c'est-à-dire les partis de lui-même. On se rappelle également que pour l'insurrection populaire, il était question de lui demander à un moment donné de quitter le pouvoir et non quitter le pays. Alors je crois que c'est assez différent, il faut faire la part des choses. Maintenant, aujourd'hui, sur l'opportunité ou non de son retour au Burkina, pour moi, le débat ne se pose pas. S'il a décidé lui-même de façon personnelle de venir au pays, tout comme il est parti de façon personnelle, pour moi, il n'y a aucun souci à se faire. Maintenant, lorsqu'on fait la jonction avec les questions de stabilité du Burkina, de réconciliation et tout, c'est là que le débat devient intéressant. Qu'est-ce qui pourrait bien changer si l'ancien président Blaise Compaoré revenait au Burkina? Alors, beaucoup de gens l'ont dit sur ce plateau, il y a des dossiers pendants. Ça, c'est une opportunité pour moi à saisir. C'est là d'autant plus que, de par le passé, pour les personnalités impliquées dans les dossiers et qui sont hors du pays, on a eu à lancer des mandats d'arrêt qui sont restés sans effet. Alors, si des gens avaient cette possibilité de faire revenir au Burkina de quelque manière que ce soit, l'ancien président Blaise Compaoré, je crois que ce sera donc une opportunité pour la justice, au cas où on aurait en tout cas besoin de lui mettre la main dessus sans passer par des mandats d'arrêt qui très souvent n'ont pas d'effet. Maintenant, la question de la réconciliation aussi, il faut analyser ça un peu froidement parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas oublier que l'ancien président Blaise Compaoré, même étant hors du pays, a toujours des partisans à l'intérieur du Burkina qui n'ont pas changé de nationalité, qui sont encore des Burkinabés et qui peut-être gagneraient à ce que Blaise Compaoré soit au Burkina, à Zinaré, à Ouagadougou ou n'importe quelle ville du Burkina pour que de temps en temps il parte se ressourcer auprès de son expérience politique et tout. Donc si ces derniers gagneraient leur compte à un retour éventuel du président Blaise Compaoré sans que cela n'ait un impact négatif sur notre vivre ensemble, pour moi il n'y a aucun souci à cela. C'est ça d'autant plus que Samuel l'a dit, ce n'est pas interdit pour lui de venir au Burkina. Il n'y a aucun texte qui dit bon, Blaise Compaoré à partir d'aujourd'hui vous n'êtes plus là. Alors que ce que l'on sait juridiquement, c'est qu'il y a des dossiers, il est poursuivi dans le cadre d'un certain nombre de dossiers. Maintenant, là aussi, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout du retour de l'ancien président Blaise Compaoré. Ils ne veulent même pas qu'il comparaisse devant les juridictions s'il doit répondre de sa gestion de 27 ans. Parce qu'il y a deux dossiers, de mon avis. Il y a les crimes de sang et les crimes économiques durant les 27 ans de Blaise Compaoré. Il y a également la période de l'insurrection aujourd'hui, c'est-à-dire
depuis le temps que la modification de l'article 37 a fait débat et qu'il y a eu mort d'homme, ça c'est un dossier à part. Les deux dossiers, il ne faut pas les mêler. Si le premier dossier en ce qui concerne sa gestion des 27 ans, on doit juger cela, vous imaginez évidemment qu'il y a ses disciples qui sont aujourd'hui au pouvoir qui devraient également répondre avec lui. Maintenant pour l'autre volet, c'est peut-être lui et puis ceux qui sont restés avec lui jusqu'à son dernier retranchement qui devraient répondre. Donc l'un dans l'autre, il y a deux gros dossiers de mon avis qui peuvent intéresser donc la justice sur le cas Blaise Compaoré, mais on ne peut pas demander son retour pour le juger sur un seul aspect et puis laisser l'autre également. Je crois que c'est ce qui fait polémique aujourd'hui. Oui, vous l'avez dit, hein, il y a certaines personnes qui sont carrément irritées quand on parle donc du retour de Blaise Compaoré. Pour eux, ce n'est pas possible vu tout ce qui s'est passé juste avant son départ. Est-ce que justement vous comprenez cette position, Bougouma? Non, pour certains, ce n'est pas, ils ne sont pas offusqués du fait que Blaise veuille revenir ou Blaise puisse revenir. Ils sont plutôt offusqués du fait que c'est des gens qui se croient investis de missions de faire une campagne pour faire venir Blaise Compaoré. Et c'est là, effectivement, que la question se pose. Pourquoi? Est-ce que quand Luc Adolphe Thiaw venait répondre comme il a dit, ce sont parents à plaisanterie, il a dit le brave Gorossi, effectivement, il y avait une organisation, GILAT, Jeunesse Unie pour Luc Adolphe Thiaw, GILAT, Jeunesse Unie pour Luc Adolphe Thiaw. Je n'ai pas entendu ces messieurs-là sortir dire, Luc rentre, toi tu es notre champion, il faut rentrer. Quand il est rentré, même une déclaration de dire bonne arrivée, moi je n'ai pas vu. Luc est arrivé, il allait répondre, il est en liberté provisoire, il continue, il fait ses œuvres caritatives et puis il continue. Si Blaise veut rentrer, il rentre tout simplement, c'est un Burkinabé. Même s'il a pris la nationalité ivoirienne, c'est par alliance. On ne peut pas dire que bon, sa femme est ivoirienne, bon, on ne peut pas rentrer dans ces considérations. Mais est-ce que pour que Blaise puisse revenir au Burkina, on a besoin de sortir du tambour, on a besoin de sortir de la trompette? Pourquoi? C'est en cela maintenant qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que tout ce bouquin-là, par rapport au retour de quelqu'un qui est parti volontairement, ou du moins des gens ont organisé son départ. Parce que, comme il a dit, ce ne sont pas les insurgés qui ont dit voilà la route d'Abidjan. C'est les gens qui ont organisé, qui l'ont accompagné avec des éléments de la sécurité et avec des moyens du Burkina. Donc si Blaise veut rentrer, il n'a qu'à... Maintenant, j'ai dit, il rentre pourquoi? C'est la question fondamentale. Si c'est pour répondre de la justice, ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui doivent répondre avec lui, il faut répondre ensemble. Maintenant, par rapport à cette campagne, mais il ne faut pas également se leurrer. C'est une mine pour certains. Ça fait vivre des gens, ça fait vivre des familles, ça fait tourner des entreprises. Oui, c'est vrai. Donc, il y a toute cette machine à côté là qui a intérêt à ce que Blaise même reste là-bas pour pouvoir toujours rester au Burkina chanter, qui n'a qu'à rentrer, parce que ça leur fait vivre. Parce que si Blaise rentre, il y a un business également qui va se fermer. Ça aussi, il ne faut pas se leurrer. Donc, il y en a qui ont trouvé cette astuce-là de pouvoir faire le pèlerinage d'Abidjan, revenir avec des billets de banque pour pouvoir effectivement s'investir et se considérer comme des missions qui demandent à des gens de rentrer. Mais justement, ce pèlerinage a posé problème. On sait que quand la CODER donc, a effectué le déplacement d'Abidjan pour aller voir l'ancien président, ça soulevait en tout cas... ah non, c'est le contenu des déclarations. Voilà, c'est le contenu des déclarations qui avait envoyé les problèmes. Voilà, les gens partent voir Blaise Compaoré. Oui. Alors, Somda voulait intervenir. Oui, en fait, moi, mon intervention voulait porter sur un plan que nous n'avons pas suffisamment pris en compte, à mon avis, c'est la communication. Bernard a parlé de tapage qui se fait actuellement sur le retour de Blaise Compaoré. Est-ce que nous avons suffisamment analysé cette situation? Je ne crois pas trop parce que, figurez-vous, que Blaise Compaoré s'affiche avec un Nana Thibault, que ça fasse le tour de la toile, le tour du monde, c'est pas fortuit. Ça veut dire que l'homme en lui-même, il est pour son retour, sauf qu'il ne veut pas le dire ouvertement. Que des femmes du CDP aillent en assemblée générale et que la présidente laisse entendre que, enfin, moi c'est ce que j'ai perçu, je vous ai dû lire ça vous aussi, qu'elle dise clairement que c'est mieux qu'on tourne la page du passé et qu'on continue d'avancer. Ça veut dire qu'elle fait table rase de ce qu'il y a comme un contentieux judiciaire. Ça, c'est un indice. Deuxième indice, vous avez suivi les journées parlementaires du CDP. Ça ne s'est pas tenu n'importe où, ça s'est tenu à Zéniaré. Et qu'est-ce que la dernière recommandation dit? Que le modèle vérité et réconciliation soit privilégié. On ne fait pas cas de la justice ici non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un tapage qui est en train de se faire. Ils sont en train de formater les mentalités pour assurer le retour de Blaise Compaoré à moins de frais. Et c'est là où je dis qu'il faut être vigilant. Alors, je crois que
Peut-être en complément, c'est clairement dit, Nana Thibault, que moi j'ai eu au téléphone juste avant de rentrer dans ce studio, n'a pas caché l'intention de l'ancien président Blaise Compaoré de revenir dans ce pays. Il a dit que actuellement ce qui manque à Blaise Compaoré, c'est son Burkina natal. Donc c'est pour dire que de lui-même, il y a cette envie de revenir au Burkina. Maintenant, la grosse question que l'on se pose, effectivement, comme l'ont dit certains, c'est cette grande communication qui se fait. Parce que Nana Thibault, qui a été le rencontrer il y a juste une dizaine de jours, c'était le 20 de ce mois, et dit qu'il va lancer une campagne à partir de Bobo Dioulasso pour organiser les gens, en tout cas mobiliser les gens. La chefferie coutumière est mise en complicité. Il y a en tout cas un certain nombre d'acteurs qui vont être concertés pour organiser en tout cas ce retour de l'ancien président Blaise Compaoré. C'est là où on se pose des questions. Pourquoi autant de tapage pour cela? Parce que on peut imaginer qu'il est parti en catimini. Cela d'autant plus que ce ne sont pas les insurgés qui l'ont fait partir du Burkina. Donc le retour également pourrait se faire sans qu'il y ait autant de tapage. C'est vrai que sur le plan de l'information, ça intéresse nous autres journalistes, mais ça, on se pose des questions évidemment de savoir pourquoi les gens préparent autant le terrain. Est-ce que les gens n'ont pas raison aussi de s'inquiéter? Si Blaise revient un jour au Burkina, est-ce qu'on n'aura pas de problème de stabilité actuellement? Alors, parce qu'après 27 ans au pouvoir... Ça c'est vrai, M. Sagnon, ce sont des aspects purement politiques. Mais là, je crois qu'il faut analyser la situation sur le plan de la légalité des actes que l'on pose. Voilà, sur le plan de la légalité, est-ce que Blaise Compaoré a-t-il le droit de revenir au Burkina ou pas? La question a été posée, la réponse est évidemment oui, il a le droit de revenir. Maintenant, s'il y a des gens sur le plan politique qui ont peur de son retour parce qu'on imagine qu'il a des ambitions encore politiques, moi je ne crois pas du tout que l'ancien président Blaise Compaoré puisse avoir encore des ambitions de récupérer son pouvoir, en tout cas pas par lui-même. Et je ne crois même pas du tout qu'il ait cette envie encore de parler. Pour moi, et personnellement, je peux me tromper, c'est que c'est cette envie de venir rester au Burkina, et en tout cas peut-être dans son scénario natal, mais je ne suis même pas sûr qu'il ait encore les possibilités de tirer les ficelles politiques pour déstabiliser le Burkina. Donc, on ne peut pas occulter également l'aspect de la réconciliation. On sait qu'il a un parti politique qu'il a laissé qui s'appelle le CDP. On peut ne pas aimer le CDP, mais le CDP est encore représenté au Burkina parce que les textes le permettent. Le CDP a même un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale avec ses députés qu'il a. Ça suppose que c'est un parti qui a encore sa voix. Si on le jette avec d'un coup de bras, ça veut dire qu'on a jeté une partie des Burkinabés. C'est comme ça, il faut voir l'aspect démocratique avec eux. Donc c'est pour ça que dans un esprit de réconciliation, on peut peut-être... admettre ou accepter de façon volontaire un retour éventuel de Blaise Compaoré, tout en encadrant évidemment sa présence éventuelle au Burkina, parce que certains ont émis cette inquiétude et je partage cela. Sa présence ici peut également déstabiliser d'une façon ou d'une autre si on a des velléités, si lui-même il ne reste pas tranquille, parce que je crois qu'il a chèrement payé son entêtement à rester au pouvoir avec l'insurrection et puis son exil forcé et tout. Donc pour moi, bon, il faut examiner la chose sur le plan du droit. Si on rentre dans l'aspect politique, on va mettre le pied sur le droit et on va empiéter également sur la liberté de certains Burkinabés, parce que pour moi, il ne faut pas voir seulement la seule personne de Blaise Compaoré ou sa famille, il faut voir également sa famille politique, il faut voir les gens qui lui sont encore favorables, parce qu'il fut un moment où, si vous parlez mal de Blaise Compaoré dans ce pays, vous étiez vu comme un ennemi à battre. Avant 2014, c'était le cas. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ne peuvent pas dire le contraire, parce que jusqu'en 2014, c'était comme ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas renverser les choses d'une certaine manière et puis un coup, on ne peut même pas imaginer son retour. Maintenant, pour moi, ce qui inquiète le plus les gens, ce sont les procès. Parce que si Blaise Compaoré doit passer à la barre pour parler des 27 ans et que c'est dans le cadre d'un projet objectif, il y aura donc, ça va faire l'effet d'un séisme, ça c'est sûr. Oui, je pense qu'il ne faut pas en ajouter au trop-plein. Il ne faut pas en ajouter au trop-plein parce que le Burkina Faso, dans le contexte actuel, il n'est pas suffisamment apaisé pour qu'on accepte un Blaise Compaoré, ce Pavana Ziniari. Là au moins c'est clair. Et c'est pourquoi je dis que la solution réside dans la justice et la bonne justice. Il faut que la justice soit rendue et de la fort belle manière, sinon un Blaise Compaoré de retour au Burkina Faso sans cette justice-là, ça va beaucoup plus nous créer de problèmes que ça ne va pas apporter de solution. Oui, disons que parlons par principe. Donc par principe, Blaise Compaoré peut venir au Burkina Faso. Mais par principe aussi, il ne peut pas venir au Burkina Faso sans répondre aux appels de la justice. Ce n'est pas possible. Je pense que ceux qui veulent que Blaise Compaoré revienne au Burkina gagneraient. Si vraiment ils veulent que le Burkinabé soit rassuré, gagneraient à dire que bon voilà, Blaise Compaoré a dit bon voilà, le Ziniari lui manque. Hein, le poulet, voilà, le poulet bicyclette de Ouagadougou lui manque, et vraiment il veut revenir manger son poulet. Et si la justice demande à l'entendre, il va répondre devant la justice en assumant ses actes, les conséquences de ses actes, et que si justice est rendue,
après, il peut faire ce qu'il veut. Mais si on s'entête à dire juste Blaise Compaoré doit revenir au Burkina, sans dire pourquoi il doit revenir au Burkina, même si on dit que c'est pour, justement, même là en disant que c'est pour que son expérience soit mise à profit, là ça pose problème. Son expérience sera mise à profit comment? On va le mettre dans une sorte de banque et puis on va retirer son expérience, ou bien on va le placer à la tête du pouvoir, ou bien... En tout cas, il y a pas mal de questions qu'on se pose. Et pour rassurer tout le monde, pour être certain que Blaise Compaoré ne va pas encore ajouter aux morts que les terroristes font dans les rangs des Burkinabés, à la morosité économique qui étouffe tout le monde. Donc, il reste justement à préciser les intentions, n'est-ce pas, de ce retour au Burkina Faso. Oui, Bougouma. Oui, tout à fait. Par rapport à cette fameuse expérience qu'il peut mettre au service des uns et des autres, Mamadou Tandja, il est ici au Niger. Les Nigériens vont voir Mamadou Tandja pour qu'il donne à côté l'expérience. Moussa Traoré, l'ancien président du Mali, condamné à mort puis gracié, il est assis à Djikoroni, les gens partent le voir pour pousser de son expérience. Plaise à eux d'écrire des livres, plaise à Blaise d'écrire des livres pour dire, ouais, voilà mon expérience. Est-ce que tirer l'expérience de quelqu'un, c'est forcément aller toujours avec lui? Celui qui a écrit Le Prince, Machiavel, qui inspire jusqu'à présent nos hommes politiques. Est-ce que ce n'est pas une expérience politique que les hommes politiques utilisent? Est-ce que Machiavel vit? Parmi ceux qui sont au Burkina, qui a vu Machiavel de ses yeux. Mais il y a combien qui font du machiavélisme dans notre système politique? Pas forcément besoin de sa personne ici pour tirer profit de son expérience. Ça, il faut si c'est pour ça, je pense que c'est des arguments, il faut chercher les meilleurs arguments. Parce que ce sont des arguments qui, de mon point de vue, c'est bien, mais ça ne pèse pas dans la balance. Alors, si Blaise Compaoré vient, la justice dit, bon, nous, il y a des choses à voir. Voilà, il faut on voit ces choses-là. Il y a un mandat sur... Ces personnes, quand ils parlent d'expérience, ils disent sous Blaise Compaoré, pendant 27 ans, il n'y a pas eu d'attaque terroriste au Burkina. Ah oui. Depuis son départ, il y a beaucoup d'attaques terroristes et son expérience, sa connaissance peut-être du milieu peut permettre de sécuriser le Burkina. C'est ce qu'ils disent. Ces derniers-là oublient de dire que nous avons en son temps hébergé la vipère. Ces derniers également oublient que nous sommes trop allés, nous sommes trop approchés du nid d'abeilles. Et qui s'y frotte, s'y pique, ça se retourne contre nous, vrai ou faux? Pourquoi est-ce que ceux qui le disent vont comment on appelle ça, au-delà des arguments apparents, pour dire comment est-ce que nous vivions sans être attaqués? Pourquoi? Est-ce que c'est détail de qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi pour que nous ne soyons pas attaqués? Quel est le compromis ou la compromission qui avait été faite? Est-ce que ça s'est dit? Ça, ce n'est pas dit. Oui, on n'était pas attaqués, oui, mais qu'est-ce qui était fait réellement? Et pourquoi aujourd'hui on est attaqué? Est-ce qu'on avait pris des engagements que le nouveau pouvoir refuse maintenant d'assumer? Avons-nous effectivement à un moment donné laissé notre pays servir de base arrière pour aller attaquer les autres pays et que cela se retourne contre nous aujourd'hui? Est-ce que nous, Burkinabés, nous pouvons accepter qu'un pays héberge des gens qui viennent nous attaquer et replient? Et en ce moment, ils sont tranquilles et nous, on est attaqués régulièrement. Et quand ça se retourne contre nous, on dit non, attends, mais je touche du bois. Et si Blaise n'était même plus en vie? Est-ce que ça allait être comme ça? Non. Donc, c'est des arguments qui sont servis, mais je veux qu'on pousse au-delà. Il faut aller au-delà de ces arguments. On n'était pas attaqué, mais qu'est-ce qu'on faisait? Il y a combien la facture qui est aussi non payée dans les hôtels et pour les agents de voyage? C'était ourdi par qui? Ce n'est pas encore réglé totalement, tout n'est pas soldé. C'était au dos de qui? C'était au dos du contribuable burkinabé. Les factures là sont au nom de qui? Il faut chercher à savoir tout ça, parce que c'est très facile de dire qu'on était, mais on payait, mais qui payait? Mais ça, je pense que si ce débat-là, il faut aller au fond des choses, si vraiment nous voulons. Ça participe également de l'apaisement du climat social. D'accord, oui. Je peux dire que cet argument est une épée à double tranchant. Qu'est-ce que ce n'est pas le départ de Blaise Compaoré qui nous envoie ces terroristes? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui qui est à la base? Parce que cet argument aussi peut être avancé à ceux qui disent que bon, c'est parce qu'il est parti qu'on nous attaque. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'une des raisons qui explique le terrorisme, précisément dans la zone nord du Burkina, c'est la pauvreté dans laquelle les gens vivent. Voilà, et cette pauvreté, elle n'est pas née depuis 2014. Voilà, c'est une succession d'actes de désintérêt ou bien de non-engagement qui ont conduit à cette situation-là. Donc cet argument est un peu faible. Je pense qu'il faut chercher peut-être autre chose
pour expliquer, pour mieux justifier ce retour de Blaise Compaoré. D'accord, oui. Paul Mickey, dernière réaction sur le sujet. Sur l'aspect des attaques terroristes et tout, moi j'ai pas grand chose à dire parce que le débat risque d'être, les propos risquent d'être prononcés de façon péremptoire. C'est là d'autant plus qu'on n'a aucune preuve tangible pour dire que voici telles étaient les implications. Ce sont les suppositions que l'on fait. Aujourd'hui, toujours est-il qu'on est victime d'attaques terroristes, aussi bien à Ouagadougou que dans le nord du pays et même dans d'autres localités. C'est un constat que l'on fait. Les autorités actuelles ont la responsabilité de trouver solution à ça par tous les moyens possibles pour que les vies des Burkinabés soient préservées. Maintenant, sur l'aspect de la justice, Abdou Zouro l'a dit, il faut que ceux qui demandent le retour de Blaise Compaoré précisent leurs intentions, ça c'est vrai, mais quand on écoute les gens, peut-être qu'on peut ne pas leur faire confiance, ou du moins étant donné que c'est des acteurs politiques, mais tous pratiquement ne mettent pas de côté l'aspect justice, hein. Même le CDP, quand il parle, ils disent oui, il faut répondre également, il faut que si la justice a besoin de lui, ce serait également l'occasion qu'il se présente. Ça, Nana Thibault, sinon dans quand on le coince, oui, mais puisqu'ils l'ont dit, on les prend au mot, c'est ce que j'ai dit, puisqu'ils l'ont dit, quand quelqu'un prononce une parole, la personne devient esclave de cette parole. Même celui qui allait dernièrement voir Blaise Compaoré à Abidjan, Nana Thibault, lui-même non plus n'exclut pas l'aspect justice. Alors, donc je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas confiance aux gens quand ils parlent comme ça, mais on ne peut pas oublier en tout cas qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Parce que moi, personnellement, je crois que la présence de Blaise Compaoré au Burkina Faso, ce sera donc un atout pour les aspects juridiques parce que l'expérience montre que les mandats d'arrêt sont partis sans obtenir d'effet. Si le gars est sur place et que si on a des choses à lui reprocher, il est à portée de main pour la justice. C'est un atout, à mon avis. Oui, juste rapidement pour revenir cet aspect de la justice, je rappelle, je l'ai dit ici, je le rappelle encore, les femmes ont dit clairement, faisons table rase du passé. Ça veut dire qu'elles ne veulent pas entendre parler de justice. Le dernier attentat du CDP, les journées parlementaires du groupe CDP à Zéniaré, ils ont dit clairement, parmi leurs recommandations, ils n'ont jamais parlé de justice. Leur dernière recommandation dit ceci, il faut qu'on passe par le modèle vérité et réconciliation parce que c'est le meilleur qui soit pour mais heureusement que c'est pas le sans CDP, la justice. Heureusement que ce n'est pas le CDP qui décide des questions judiciaires. Ah, mais leur intention n'a aucun effet, à mon avis. L'intention du CDP de blanchir Blaise Compaoré ne peut avoir aucun effet dans un pays où la justice est indépendante. Il appartient à la justice aujourd'hui d'aller mettre la main sur Blaise Compaoré où qu'il se trouve. C'est là d'autant plus que les mandats d'arrêt existent, il y a l'Interpol et tout. Mais s'il est au pays, c'est une économie. Une économie demandant d'arrêt. Voilà quoi je vois les choses. Une dernière question sur le sujet parce qu'on est bousculé par le temps. Il y a certaines personnes aussi qui pensent que c'est parce que le pouvoir actuel a laissé trop de place au CDP, ou en tout cas il y a beaucoup de vides, que le CDP agit comme ça parce que juste au lendemain de l'insurrection, c'était quasiment impossible d'entendre le CDP sortir, en tout cas parler du retour de Blaise Compaoré. C'est parce qu'il y a un vide que le CDP en profite. Zouré? Je parle toujours par principe. On est dans une démocratie. Ouais. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas dissous le CDP, on ne peut pas l'empêcher d'exercer ses prérogatives en tant que parti politique. Et si tout allait bien au Burkina, est-ce qu'on allait dire, bon voilà, il faut que Blaise revienne pour mettre son expérience? Je parle toujours par principe. Du temps de Blaise Compaoré, il y avait une opposition. C'est parce que Blaise Compaoré a laissé un vide, comme vous le qualifiez actuellement, que l'opposition en a profité. Si le parti pouvoir actuel laisse des vides, c'est normal que l'opposition en profite, parce qu'il faut oublier que le CDP est un parti d'opposition. Même s'il y a un passif qui est là, c'est avant tout un parti d'opposition et tout le monde l'accepte comme tel. Donc s'il y a un vide, forcément, c'est normal que l'opposition et le CDP en profitent. On ne peut attaquer le CDP que sur le plan de la légalité. Parce que jusqu'à preuve contraire, le CDP est dans son bon droit. Absolument. Tout à fait. Tout le droit est fini. C'est la même chose, hein. En tout cas, c'est le plan du droit. C'est le droit qui le permet, ce n'est pas les autorités actuelles. D'accord. Alors, pendant que le CDP appelle au retour de Blaise Compaoré, la NAFA et certaines organisations de la société civile appellent à la libération de Djibril Bassolé. Nous avons longuement discuté en tout cas de cette question ici. Ça revient fréquemment en tout cas sur le devant de la scène des appels à la libération de Djibril Bassolé. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard? Non, pour la NAFA c'est normal. C'est un jeu politique normal que la NAFA effectivement demande la libération de Djibril Bassolé.
qui s'était présenté candidat indépendant à la présidentielle, mais soutenu par la NAFA. C'est plus tard, avec le rapport de l'expert onusien, que nous avons su que Djibril a fondé un parti qui s'appelle NAFA. Officiellement, ce n'était pas, en tout cas, dit quelque part. Je ne l'avais pas vu jusqu'au rapport des experts, des experts onusiens. Donc, à partir de ce moment, si les partisans, les militants de Djibril Bassolé demandent sa libération, ça c'est le jeu politique normal. Le FPI demande toujours la libération de Laurent Gbagbo. C'est tout à fait normal. Le CDP demande le retour de Blaise. C'est tout à fait normal. Là, nous sommes dans le jeu politique. Et ce n'est pas aujourd'hui. À chaque sortie de la NAFA, cette exigence revient. Donc, de mon point de vue, c'est le jeu politique et c'est tout à fait normal que la NAFA se prononce pour demander la libération de Djibril Bassolé, parce que pour eux, c'est un dossier, ou du moins c'est une détention arbitraire et politique. Et là, dans leur droit, ils s'expriment, c'est la liberté d'expression qui le permet. Mais il y a la société civile aussi qui emboîte souvent le pas. L'exemple du CED, le cadre d'expression démocratique. Oui, et même c'est ce qu'on appelle encore, ça c'est l'autre aspect, mais c'est des choses qui vont ensemble. Au moment où les politiques tirent de l'autre côté, les organisations de la société civile tirent de l'autre côté, mais il n'y a même pas que ça. Il y a des relents ethno-régionalistes qui sont en train de se mener dans cette affaire. Il y a des appels à Réau, une ville morte à Réau. Ça dépasse maintenant le cadre du jeu politique de la NAFA. Ça dépasse le cadre des organisations de la société civile qui cherchent à meubler leur programme d'activité pour pouvoir justifier des rapports. Ça prend une autre tournure, ça prend une autre dimension. Je crois qu'il y a eu déjà des marches, non? Il y a eu déjà des marches. À Nouna, il y en a eu. À Nouna, il y en a eu. Je crois qu'à Banfora, il y en a eu. Et maintenant, Léo, ils appellent à une ville morte. Et en ce moment-là, ça prend une autre connotation. Et c'est là qu'il faut commencer à faire très attention. Faire attention parce que nous avons une histoire. Faire très attention parce que le 18 septembre 1989, des soldats burkinabés ont été pris le soir. Et à 6 h du matin du 19 septembre, c'est-à-dire la veille, ils n'existaient plus. Ils n'ont pas eu droit à un procès. Même pas pour pouvoir interjeter appel, ils n'ont même pas eu droit à ça. Le retour, si je vais d'ailleurs beaucoup plus en arrière, le 27 octobre 1987, à Latou, à 5 km de Koudougou, vous avez là une fosse commune. Il y a des soldats, ils sont 11 jusqu'à présent. On ne sait pas comment les choses se sont passées. Mais l'expédition qui est partie à Ouaga, parmi ceux qui sont détenus actuellement à la Maka, il y en a qui ont été de l'expédition. Moi, j'ai fait le lycée avec une demoiselle dont la mère a été tuée par une balle dite perdue. De cette expédition, les enfants étaient allés à l'école. Madame est allée rapidement chercher, quand les tirs ont commencé, chercher les enfants. Elle a été atteinte dans le cœur par une balle. Elle est morte. La famille, jusqu'à présent, porte ce deuil-là. C'est une famille originaire du Sanguier. Poné Bamouni, originaire du Sanguier. Faisons très attention, parce que nous sommes en train de réveiller des vieux démons. Il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Parce qu'à l'allure où vont les choses, nous sommes en train de remuer le couteau dans la plaie. Alors que parmi ceux qui sont détenus, il y en a qui sont partisans et acteurs de l'histoire ou des histoires que je suis en train de rappeler. Est-ce qu'on fait attention à toutes ces choses-là? Si on veut la réconciliation, il ne faut pas réveiller les vieux démons. Ça risque de créer d'autres incidents. Mais comme on est dans une situation où les gens ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui se passe, ce qu'il y a, c'est l'instant, c'est l'immédiat. Il y en a même qui disent que c'est une question de rapport de force. Donc ils sont en train de créer un rapport de force en leur faveur pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. En ce moment, ce n'est plus une question de justice, ça devient une question de pouvoir. D'accord. Et ça prend d'autres dangers. Ça devient dangereux beaucoup plus pour la cohésion nationale parce que ça prend des connotations ethno-régionalistes. Et ça, c'est pas bon. Ethno-régionaliste, Bouma, c'était aussi, je crois, les ramifications politiques, société civile. Moi, je vais ajouter la diplomatie parce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas très longtemps, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a dû attirer l'attention du Burkina Faso sur cette détention dite arbitraire de Djibril Bassolé. Il a même appelé à sa libération immédiate. Donc ça veut dire qu'il y a cet autre volet-là, la diplomatie qui est sérieusement activée pour aboutir à la libération de Djibril Bassolé. Mais moi ce que je dis, c'est que nous sommes quand même dans un processus judiciaire qui n'a pas encore dit son dernier mot. C'est un peu aller trop vite en besogne que de vouloir s'agiter par groupe pour dire libérer Djibril Bassolé. Qu'est-ce que vous faites des hommes de droit qui ont le dossier en main, qui doivent rendre une décision? C'est le lieu de rappeler que le groupe de travail de l'ONU doit rendre sa décision sur le recours interjeté par le Burkina Faso dans le cadre de cette décision-là. Donc pourquoi est-ce qu'on se presse à vouloir coûte que coûte faire libérer Djibril Bassolé en violation des textes, il faut dire?
pour moi, nous avons intérêt à rester calme, chacun droit dans ses bottes en attendant que la décision soit rendue. Sinon, Djibril Bassolé n'est pas le seul dans ce cas, dans une prison. Il y en a qui ont fait plus que ça en prison sans avoir de jugement. D'accord, oui, pour moi, au-delà des arguments politiques que l'on peut examiner ici à travers les déclarations et les appels d'un parti comme la NAFA, il y a lieu de dire effectivement que les autorités judiciaires actuelles apportent de l'eau au moulin de ceux qui demandent la libération de Djibril Bassolé. C'est là d'autant plus qu'il n'a pas été jugé depuis qu'il est incarcéré il y a 2 ans. Pour moi, le vrai appel, ce n'est pas la libération de Djibril Bassolé, mais c'est le jugement de Djibril Bassolé. Rappelez-vous, il y a quelques jours, lorsqu'on a célébré l'an 2 du putsch manqué, tout le monde était unanime à reconnaître que le dossier judiciaire a suffisamment traîné. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens, beaucoup de gens d'ailleurs, ont bénéficié de liberté provisoire dans le cadre de ce même dossier. Maintenant, il y a des gens, peut-être en fonction de leur rang, ne peuvent pas bénéficier de liberté provisoire. C'est peut-être le cas de Djibril Bassolé. Certainement qu'il y a des arguments juridiques qui tiennent la route. Mais aujourd'hui, on se rend compte effectivement aussi qu'il n'y a pas de jugement depuis un certain temps. Il n'y a pas de jugement, il n'y a même pas de perspective de jugement, même si le ministre de la Justice dit que le dossier va être jugé avant la fin de l'année 2017. Bon, le délai a été progressivement repoussé, si bien que les gens n'y croient plus. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. On a demandé le procès pour les victimes de l'insurrection, du putsch manqué à l'occasion de l'anniversaire, 2e anniversaire. En même temps, il y a que Djibril Bassolé, qui n'est pas encore jugé, est en détention. Donc pour moi, le vrai appel là, ce n'est pas sa libération, mais c'est son jugement. Parce que ceux-mêmes qui demandent sa libération, quelquefois, ils avancent l'argument du jugement. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas jugé. Quand on demande sa liberté provisoire, quand vous serez prêt, vous allez le juger. Donc pour moi, c'est un argument de plus que l'on donne à ceux-là qui demandent sa libération. Il faut faire en sorte que le putsch manqué, le dossier du putsch manqué soit vidé. On n'a pas dit d'aller très vite pour bâcler le procès, mais 2 ans sans qu'on ait des perspectives, c'est quand même assez trop de mon point de vue. Voilà tout le débat ici. Il faut juger. Il y en a qui ont fait plus que ça, mais ce n'est pas normal. Il y en a qui ont fait plus que ça, c'est vrai, mais c'est pas normal. Malheureusement, ce n'est pas normal aujourd'hui. C'est là d'autant plus qu'au-delà de Djibril Bassolé, écoutez très bien les victimes, les parents des victimes du putsch manqué. Écoutez très bien les parents des victimes du putsch manqué. Quand on a voulu faire l'anniversaire, on parle de cimetières à nettoyer, on parle de gerbes de fleurs à déposer, mais les gens n'ont rien entendu de tout ça. La seule chose qui revenait à toutes les lèvres, c'est justice. Donc il faut vraiment rendre justice. On estime que 2 ans c'est trop. Voilà le vrai débat. 2 ans, Djibril Bassolé en prison, c'est peut-être pas grave, mais 2 ans, les parents des victimes attendent justice. C'est ça qui est grave à mon avis. Oui, Zouré. Je pense que c'est un lobbying. Hein. C'est normal que les partis politiques, ou en tout cas des partis politiques ou les organisations de société civile qui soutiennent Djibril Bassolé donnent de la voix pour sa libération. Mais le problème, c'est surtout quand mes parents en plaisanterie Gourousi se mettent à dire qu'ils vont tuer leur ville, parce que s'ils disent ville morte, c'est pour tuer leur ville pour sa libération. C'est là qu'il y a un problème dangereux, qu'il faut voir à la loupe. Donc il faut éviter de dire tel parent, c'est mon parent qui est en prison, il faut qu'il sorte. Je pense que c'est le problème qui s'est posé avec Nathalie Somé. Je pense qu'il faut qu'on évite ça. C'est pas bon pour le Burkina parce qu'on a une centaine d'ethnies. Si chaque personne doit se lever et dire bon, mon parent est en prison, il faut qu'il sorte, ça pose problème. Maintenant, comme Paul Miki l'a dit, il faut que le procès soit vite programmé. Pas en tuant les règles de bonne justice, mais il faut justement aller vite et bien pour vider ce problème-là. Mais aux partisans de ceux qui veulent que Djibril Bassolé sorte, il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y a 14 personnes qui ont été tuées pendant le putsch. Quand vous dites libérer quelqu'un qui est soupçonné d'avoir participé, d'avoir en tout cas eu quelque chose à voir dans la mort de ces gens-là, il faut beaucoup réfléchir avant de parler. Donc j'estime que c'est mieux qu'on attende que la justice vide son contentieux. Parce que pour que Djibril Bassolé, s'il est effectivement innocent, comme on le dit, sorte la tête haute. Ce n'est pas la peine qu'on le libère, qu'il se promène à Ouagadougou, alors qu'il y a toujours comment on va dire ça, cet opprobre-là, ces soupçons-là qui pèsent sur sa tête. Voilà. D'accord, oui. Voilà. En fait, quand j'avais fait le rappel historique de ceux qui ont été de façon injuste, parce qu'ils n'ont pas été jugés, ce qui leur avait été reproché n'avait pas été clairement dit, c'est pour que nous ne tombions pas dans les mêmes travers avec ces fantômes du passé qui nous hantent, de 87, de 89 et de bien d'autres dates. Et donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité que des gens soient jugés conformément à la loi, puissent se défendre, avoir des avocats, avoir la possibilité d'interjeter appel. N'oublions pas que dans ce dossier, l'article 99 est actuellement envoyé devant le Conseil constitutionnel. Parce que l'article est attaqué, parce qu'il limiterait
les possibilités d'interjeter appel pour les protagonistes. On va envoyer ça là-bas pour voir que... Ça, c'est bien. C'est dans le domaine du droit. Et l'audience, par rapport aux appels des avocats, c'est le 24 octobre. Le temps de permettre au Conseil constitutionnel, qui a 1 mois pour se prononcer, se prononce dans les délais. L'audience de confirmation de charges est fixée pour le 6 octobre. La manifestation à Rio, je crois que c'est le 29, si je ne me trompe pas. Le 6 octobre, c'est pas loin. Le 24 octobre également, c'est pas loin. Ce qu'on demande à la justice, effectivement, c'est de vider ce dossier-là. Mais il ne faut pas le bâcler. Parce que si on le bâcle, ça va nous rattraper. C'est des révisions de procès, c'est beaucoup d'argent perdu pour rien. Et parfois, nous allons nous ridiculiser à la face du monde, pour rien. Et donc, il y a urgence que le dossier soit jugé. Parce que 2 ans après, effectivement, le temps de la justice, comme le dit, bon, ce n'est pas celui des hommes. Les hommes sont pressés, ça, il faut en convenir. Oui. Mais l'an 2, effectivement, tout le monde a dit, il n'est pas normal que 2 ans après, il ne soit pas encore jugé. Ça, on est unanime. Et donc, il faudrait que les appels puissent intégrer ces éléments-là, à moins que ces appels cachent mal des choses. Et c'est ça, effectivement, et comme Zouré l'a dit, il faut vraiment faire très attention, parce qu'on a un passé, et à ces dossiers-là, jusqu'à présent, c'est fantômes du passé qui nous hantent. Donc il ne faut pas que, rapidement pour satisfaire aux exigences des gens, mais il faut aller... Ne semble pas être le temps de la justice, c'est pas celui des hommes. Le dossier de Norbert Zongo, ça fait combien d'années? Tout à fait. Le dossier Thomas Sankara, ça fait combien d'années? C'est la même justice, elle n'a pas changé. C'est la même justice qui a été laissée en place depuis ces années-là. C'est pourquoi je suis d'accord qu'il faille aller, mais pas dans la précipitation. Parce qu'on risque de créer beaucoup plus de problèmes qu'on va en résoudre en allant dans la précipitation. Il ne faut pas faire de la justice, comment on appelle ça encore? La pression de la rue ne doit pas amener les juges à délibérer sur des sujets aussi importants que cela. 2 ans, on est d'accord, c'est beaucoup, mais pas trop, comme vous le dites. L'essentiel, c'est que la justice soit rendue, que les parents des victimes soient situés sur leur cas, et on avance. Mais vouloir coûte que ça soit rendu tout de suite et maintenant, ça risque de causer beaucoup plus de problèmes, à mon avis. Oui, je pense qu'il a pris l'exemple des dossiers de Norbert Zongo et autres qui traînent. Ce n'est pas de bons exemples à mon avis. On ne doit pas tomber dans les mêmes erreurs que le cas de Norbert Zongo. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire en sorte que le dossier du putsch manqué, qui est un cas de flagrant délit, soit rapidement jugé. Lorsque vous prenez les juridictions internationales qui s'intéressent au dossier, quand vous lisez ce qu'ils disent, les arguments là qu'ils ont et qu'ils mettent dans leurs documents là, lorsque vous lisez ça froidement, avec objectivité, vous êtes fini par vous convaincre, vous laissez convaincre de ce qu'ils disent. Il y a quand même quelque chose de vrai dedans. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que Djibril Bassolé passe à la barre le plus tôt possible. Parce que 2 ans, c'est déjà trop. Pour moi, le cas là, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont peur quelque part de ce que Djibril Bassolé se prononce? Parce que le type, il a quand même des avocats. Donc pour moi, on est dans un état de droit et l'état de droit prévoit que quand quelqu'un commet des fautes, la personne doit être jugée. La détention est préventive, c'est connu, mais ça a duré 2 ans. Il faut enfin juger. Voilà, donc il faut vraiment dégager des perspectives de procès pour Djibril Bassolé. Je ne sais pas, peut-être que Miki est dans le secret des dieux pour savoir que Djibril Bassolé est à tel niveau d'implication dans le dossier. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas du dossier. Voilà, justement, jusqu'à la preuve du contraire, aucune information n'a filtré dans ce dossier. Par contre, quand tu dis que ce n'est pas le bon exemple, je suis désolé. Norbert Zongo, la commission d'enquête a clairement posé le problème. Qui est fautif, qui a fait quoi et quoi, tout est connu. Il fallait tout simplement enrôler le dossier et dire le droit, rien que le droit, ce qui n'a pas été fait. Justement, en fait, on sait pas compris. Quand je dis c'est pas un bon exemple, quand je dis c'est pas un bon exemple, c'est la durée. Norbert Zongo est assassiné en 1998. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Il n'y a pas eu un vrai procès sur son cas. Son dossier n'est pas encore vidé. Donc, il faut éviter que le dossier du putsch manqué, qui a été perpétré en 2015, qu'on attende 2025-2030. Personne voilà. Donc, ne le fera jamais. Voilà, c'est ça, mais il faut faire attention. 2 ans, on en parle aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, on sera en train d'en parler encore, ainsi de suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de faire que le dossier, il est important de faire en sorte que le dossier soit vidé, pour qu'on ne s'inscrive pas dans la même durée, pas dans la comme Norbert Zongo. Mais une dernière réaction sur ce sujet. Nous sommes d'accord qu'on est en train de construire un nouveau Burkina. Voilà, un Burkina où la démocratie va être pleinement vécue comme telle. Où la justice, parce que la justice a été beaucoup décriée pendant toutes ces années-là. Chaque fois, en gros, c'est elle qui est un peu à la base des incompréhensions, des rancœurs au niveau des dossiers de crimes de sang, même des crimes économiques. Donc, c'est le moment, je pense, de donner une chance à cette justice-là, de se reconstruire et de fonctionner justement comme une institution qui apaise et qui apporte la cohésion au sein de la société.
Oui, en 30 secondes. Non, ma dernière intervention, effectivement, en 30 secondes, porte sur les demandes d'autorisation de manifestations à caractère ethno-régionaliste. Là. Je pense que le ministère de l'administration du territoire, nos autorités doivent s'assumer par rapport à ça. Parce que ça prend d'autres, parce qu'ils ne peuvent pas aller occuper l'espace public sans une demande d'autorisation préalable. Il faut que l'autorité, à ce moment-là, commence à s'assumer. Parce qu'à l'allure où vont les choses, nous n'allons pas, à un moment donné, on ne va pas s'en sortir. Il y a un qui va dire on a levé, c'est parce qu'il est temps qu'on l'a enlevé, ça devient un problème. Surtout que si l'ordonnateur est telle ou telle autre ethnie, ça prend une autre tournure. Si c'est lui qui enlève, un Bissau qui enlève un Gounsi, on va dire que c'est parce qu'il est Bissau qu'il a sauté le Gounsi. Moi, je vais dire que c'est parce qu'il est Samo qu'il a sauté le Mouaga. Et ça risque de devenir un problème. Il faut exorciser ce mal-là vite. D'accord. Alors, on va parler d'un sujet beaucoup plus simple, hein, si je peux m'exprimer ainsi, parce que, oui, beaucoup moins lourd. En tout cas, il s'agit donc de la fin de la journée de travail continu à l'école. Donc, il y a un arrêté conjoint du ministère en charge de l'éducation et du ministère en charge de la fonction publique qui a été pris le 18 septembre dernier, mettant fin à cette décision. En fait, c'était une décision aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne décision de mettre fin finalement donc, à la journée de travail continu dans les écoles. Paul Miki. Oui, je crois que c'était une bonne décision. C'est là d'autant plus que ça avait été demandé à plusieurs reprises par les acteurs de l'éducation. Les parents d'élèves l'ont demandé, les syndicats de l'éducation l'ont demandé. L'expérience a montré que la journée continue a créé plus de problèmes que de solutions au niveau de l'éducation. Parce qu'on a les enfants de bas âge qui vont souvent à l'école le matin jusqu'à l'après-midi. Donc il y a eu pas mal de soucis avec souvent les cantines scolaires qui ne marchent pas bien. En tout cas, on a fini par convaincre les uns et les autres que ce n'était pas une bonne pratique pour ce qui concerne le monde de l'éducation. Et je crois que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec le ministère de la fonction publique, ont été bien inspirés d'examiner cette requête des syndicats et des associations des parents d'élèves et puis de décider de la lever des journées continues dans le domaine de l'éducation. On l'a fait seulement pour l'éducation, on ne l'a pas fait pour la fonction publique parce qu'au niveau de la fonction publique, il y a moins de soucis là-bas. D'ailleurs, les gens, je crois, commencent à s'accommoder. Mais pour les enfants, on avait un système où les choses marchaient bien. On adopte un nouveau système où il y a eu pas mal de récriminations. Nous autres, au niveau de nos médias, les gens se sont plaints à longueur des années scolaires sur les journées continues. En tout cas, il y a eu pas mal de plaintes. Donc, félicitations aux deux ministères qui ont décidé de reculer. C'est un recul, j'allais dire, très objectif, même si ici les syndicats encore mettent un bémol pour dire n'avoir pas été associés aux modalités, les nouvelles modalités de cette réforme au niveau de l'éducation. Mais en tout cas, ils sont d'accord qu'il fallait... On va aller vite sur ce sujet. Alors, est-ce que cette journée continue, justement, doit continuer dans les autres secteurs de l'administration, de la fonction publique, Bernard? Là, c'est une question qui est difficile à répondre parce que, comme moi je ne suis pas fonctionnaire de l'État, je ne maîtrise pas les contraintes. Je préfère le dire parce que je ne maîtrise pas les contraintes liées à mon organisation de travail. Vous êtes un usager, vous êtes un usager. Posez la question à Sagnon. Non, malheureusement, moi je ne donne pas mon point de vue. Mais en tant qu'usager, je n'ai pas encore subi de préjudice. Ça aussi, il faut que je sois honnête. Je n'ai pas encore subi de préjudice parce qu'il y a une journée continue. Ça aussi, j'ai peu à faire avec et je n'ai pas subi de préjudice. Mais je note que le ministère a ourdi une évaluation par rapport à la journée continue et qui révèle que 67%, si ma mémoire est bonne, estiment que la journée continue est une bonne chose. Donc on est largement au-dessus de la moyenne et donc il faille nécessairement conserver. Donc naturellement peut-être avec des améliorations continues là-dedans. Donc de ce point de vue, si les acteurs sont satisfaits par rapport à cette journée continue, bon, nous les usagers, nous sommes preneurs, on en fait avec. Maintenant par rapport aux écoles, c'était effectivement difficile. Mais là même, c'est une victoire d'État pour les syndicats parce qu'il y en a qui appellent à la suppression de la journée continue dans toute l'administration. Je pense que c'est une victoire d'État pour certains. Mais de mon point de vue, moi, c'est comme je l'ai dit, en tant qu'usager, je n'ai pas encore eu de la difficulté ou des préjudices par rapport à cela, parce que les gens ont appris maintenant à se conformer avec. Même au niveau du privé, les établissements financiers et les établissements et des banques, même sont repartis, ont adopté la formule. Donc les gens, même, comment on appelle ça, même les opérations bancaires se font dans les mêmes délais de la journée continue. Il y en a du secteur privé qui se sont joints à cette mesure et ça marche. Donc de mon point de vue, oui, à ce niveau, vous avez évoqué le cas, donc en fait l'étude qui a été menée par la fonction publique, je crois. Alors il y a un petit problème en tout cas dans le domaine parce que l'étude révèle aussi que les modalités, en tout cas les mesures d'accompagnement
n'ont pas été assez prises, en tout cas pour permettre aux fonctionnaires de rester longtemps dans les services. Il n'y a pas de restaurants qui sont là permanemment. À côté, il n'y a pas assez de bonnes toilettes, en tout cas pour peut-être rester, faire sa toilette et continuer sa journée au service. Oui, pas seulement au niveau de l'administration classique, je dirais que ça concerne aussi les écoles. Et c'est même ce qui a prévalu à ce rétropédalage, si je puis l'appeler ainsi. Mais moi, ce qui me désole surtout, c'est le fait que, permettez que je revienne assez rapidement, c'est le fait que les institutions de l'État, ou du moins le ministère de l'administration, le ministère de la fonction publique et celui de l'éducation n'aient pas pris tout le soin en amont d'associer les différents acteurs. Parce qu'à la prise de cette décision, figurez-vous, il y a beaucoup d'acteurs du syndicat d'enseignants qui ont protesté vivement. Il y en a qui ont trouvé que c'était un peu hâtif, que c'était unilatéral. Sinateb, Sinter et bien d'autres. On dit qu'il ne fallait pas prendre cette décision maintenant sans une concertation bien large. Ça a été pris, la décision a été prise. Maintenant, on se retrouve un an après en récolter les pots cassés. Il faut faire ramener les élèves à un ancien programme. Il faut essayer de voir comment trouver la situation adaptable entre l'administration et les enfants. Pour revenir un peu à ce qui est dit, nous ne pouvons pas, dans le contexte actuel, avoir un programme pour l'école, un programme pour les parents qui sont dans les administrations. Il faut nécessairement tendre vers un alignement et cela passe par une concertation, à mon avis. Sinon, on ne sera pas plus rentable, à mon avis. D'accord, oui. Pour la plupart des fonctionnaires avec qui j'ai échangé, ils n'ont pas de problème avec la journée continue. Le véritable problème, c'est surtout les mesures d'accompagnement. Par exemple, ils ont juste 30 minutes de pause en milieu de journée, mais ils n'ont pas de restaurant à côté. S'il faut mettre 30 minutes pour aller même trouver le restaurant pour venir manger, ça pose problème. Maintenant, pour ce qui concerne les écoles primaires, en fait, la question que je me pose, c'est bien, on a bien fait une évaluation au niveau de la fonction publique, mais est-ce que cette évaluation a été faite aussi au niveau des écoles? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a juste levé comme ça, bon, comme tout le monde est en train de crier, ça ne va pas, ça ne va pas, on lève la mesure et on revient en statu quo. Donc il faut éviter peut-être de diriger en tâtonnant et avoir des valeurs, des valeurs de mesure fiables et objectives pour prendre les décisions. D'accord. Alors, oui. Un mot, on a parlé de l'étude là, 67% des fonctionnaires sont favorables pour la journée continue. Mais je crois que la meilleure étude serait celle qui s'intéresse également au fonctionnement de l'administration. Parce qu'une chose, c'est les intérêts des hommes, l'autre chose également, ce sont les intérêts de l'administration. Est-ce que la journée continue arrange l'administration, le bon fonctionnement de l'administration? Ça, c'est une question à laquelle il faut porter réponse. Parce qu'on sait également que les fonctionnaires profitent bien souvent de ces journées continues pour déserter et ne plus revenir. En tout cas, de ce que j'ai lu, l'étude dit en tout cas que c'est bon pour le moment. Pour l'administration. Oui, pour l'administration publique, parce que c'était pour réduire le train de vie de l'État, pour rationaliser en tout cas un certain nombre de choses. Et là-dessus, l'étude dit que c'est bon pour le moment. Et je suis persuadé que ces chiffres seront revus si le programme au niveau de l'éducation a été ramené à l'ancien système. C'est parce que les deux étaient alignés que c'est rentable pour les gens. Sinon, l'exemple il est très clair, les enfants sont là. Le matin, il faut parcourir 10 km en 1h30. Aller-retour à midi, ça fait 4 fois 1h30 dans la journée. Il te reste combien pour travailler finalement? Oui, et puis il y a aussi tant que c'était aligné, ça arrangeait les gens. Une chose qu'il faut ajouter, c'est le décalage entre l'heure de descente des parents et l'heure de sortie des écoles. Maintenant, le parent descend à 15h30, or son enfant doit sortir de l'école à 17h. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si par exemple je suis à Samba et que mon enfant fréquente au centre-ville, est-ce qu'il faut que je parte à Samba pour revenir ou il faut que je reste au centre-ville pour attendre? Bon, en tout cas, il y a cette question-là aussi qu'il faut poser dans cette mesure. D'accord. Alors, on va rapidement changer de sujet. On va te permettre de garder la parole pour parler donc de la 72e Assemblée générale des Nations Unies qui s'est achevée donc au cours de la semaine à New York, aux États-Unis. Le président du Faso, donc Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part aux travaux. Il a prononcé un discours, peut-être que vous l'avez vu ou vous l'avez lu. Qu'est-ce que vous pensez très rapidement du discours du président du Faso? Bon, je vais retenir ce qui me concerne. Je vais parler de la condamnation de la Corée du Nord pour ses essais nucléaires. C'est vrai que le Burkina est un pays souverain et que peut-être que la condamnation